для защиты России и нашего народа. L'option de la guerre peut apparaître a priori la plus rapide. But there's only one guaranteed way you can have peace. زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي ومعنوي. They are fighting for the right of self-determination. 13 gone and not forgotten. We got 18 on Mountbatten. احنا مستعدين لاي اشتباك وفي اي لحظه وفي اي وقت. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. Les événements se précipitent au Liban Sud. 5 civils libanais ont été tués, 31 autres blessés. L'armée israélienne a quitté le sud Liban. Pour ces soldats, mission accomplie. Cette évacuation ayant pour corollaire l'avancée des milices du Hezbollah. Que ce retrait est aussi la première étape d'un plan de paix. Parfois occupé par Israël depuis plus de 20 ans. 3 soldats israéliens ont été tués. Ce retrait précipité de l'armée israélienne. Les combattants du Hezbollah sont là. Le mouvement intégriste chiite a ainsi pris le contrôle de 6 localités sud-libanaises, certaines très proches de la frontière internationale. Le Hezbollah est donc la rencontre de plusieurs mouvances chiites qui ont refusé, en 1982, l'occupation de Beyrouth puis du Sud-Liban par Israël, et qui n'ont pas renoncé à la libération de la Palestine, malgré les échecs de l'OLP, notamment au Liban. Mais si l'on a compris dans les épisodes précédents le contexte dans lequel va se fonder le Hezbollah, il faut désormais tenter de dessiner son évolution, tant militaire que politique. Plusieurs étapes sont à marquer lors de ce récit. D'abord, la lutte contre l'occupation israélienne du Sud, ce territoire où les chiites sont majoritaires à la frontière avec la Palestine. Puis la libération du pays en mai 2000, qui va marquer toute une génération de militants et installer le Hezbollah comme, si ce n'est la seule, la principale force de résistance au Liban. Quelques mois plus tard, ce sont les Palestiniens qui lancent leur seconde intifada, soit soulèvement en arabe, et ce fait est à étudier aussi dans le cadre de l'adoption plus largement de la stratégie de lutte armée contre l'occupant. L'été 2006, 2 actions, l'une à Gaza et l'autre à la frontière libanaise un peu plus tard, marquent le début d'une guerre de 33 jours que le Parti de Dieu appellera sa victoire divine, un modèle de guerre asymétrique remporté par le Hezbollah. Enfin, à partir des années 2010, le Hezbollah va s'investir, avec les passes d'Aran et les Russes, à défendre la Syrie de Bachar al-Assad, en proie à de nombreux groupes, certains révolutionnaires, d'autres dépendants de Al-Qaïda ou plus tard de Daesh, menant aussi des actions contre les populations chiites en Syrie et jusqu'au Liban, où ils perpétreront quelques attentats. Cela va marquer aussi une génération ayant adopté les armes, qui va se transformer en force offensive, manœuvrant avec des chars et de l'aviation. Mais en parallèle, le Hezbollah va aussi participer à la vie politique au sein du gouvernement et du Parlement libanais, afin de défendre la voie de la résistance par tous les moyens nécessaires, y compris en s'alliant, par exemple, à des forces chrétiennes qui lui ont été hostiles jusque-là, ou à son frère ennemi, Amal, dont certains cadres, dont Hassan Nasrallah, sont issus. Au cours de ces années de résistance et de création, il va développer des médias, dont sa télévision Al-Manar, mais aussi des écoles, une branche de scouts, des hôpitaux, des fondations pour les blessés, les familles de martyrs, ou encore Jihad al-Bina, une institution spécialisée dans la reconstruction, notamment du sud ou de la banlieue sud, son fief, Darié. La liste serait longue, tellement la société Hezbollah encadre et intervient à chaque moment de la vie de ses militants, et que ceux-ci sont des soutiens inconditionnels, des braves qui défendent le Sud au prix de leur vie. Car le Hezbollah n'est pas finalement un parti possédant une branche armée, mais une résistance disposant aussi d'un parti politique visant à défendre ses armes et ses hommes qui se sont engagés depuis sa création dans ce qui est devenu, peu à peu, la principale menace pour Israël, et donc le centre de l'axe de la résistance, servant même, jusqu'en 2023, de dissuasion face à Israël, tant pour le Liban que pour l'Iran. Depuis 1982, le Hezbollah est donc en guerre permanente, avec des niveaux et des seuils différents au cours du temps, mais son moyen d'action premier est bien celui de la résistance armée.
Le récit de cette guerre que nous faisons ici s'appuie notamment sur le témoignage exceptionnel d'un haut responsable militaire du Hezbollah, Jawad, que nous avons pu rencontrer à Beyrouth en septembre 2025. Au cours des 14 épisodes que compose ce documentaire, nous débattons de ce conflit, de l'axe de la résistance, de ses chefs, de son histoire, de son infiltration, des assassinats, de l'utilisation de l'intelligence artificielle militaire, des objectifs et des moyens de cette guerre, des stratégies et des tactiques utilisées, ou encore des conditions du cessez-le-feu, mais surtout des enjeux d'une guerre asymétrique. Le sujet de ce documentaire, la guerre, la stratégie militaire, est évidemment très sensible, et certains propos tenus par des intervenants, qui n'engagent qu'eux-mêmes, pourraient heurter des auditeurs. Cependant, l'objectif reste d'apporter des éléments à un débat public et de débattre de faits et de positions politiques affirmées par plus d'une quinzaine d'intervenants au cours de ces 14 épisodes. Ils sont chercheurs, analystes, anciens officiers ou membres des services de renseignement, et l'auteur et les producteurs de ce podcast ne partagent pas forcément leur point de vue. Il s'agit de Aurélie Daher, chercheuse, enseignante à Paris-Dauphine, autrice d'un livre majeur sur le Hezbollah, de Chiara Calabrese, chercheuse associée à l'IFPO à Beyrouth et autrice d'un livre sur les militants du Hezbollah, du colonel Michel Goya, historien et analyste, de Olivier Maas, ancien militaire et responsable à la DGSE, chef de poste à Beyrouth notamment, du colonel Guillaume Ancel, aujourd'hui écrivain, du général Abinader, ancien responsable du renseignement militaire libanais, du général Elias Farat, ancien responsable de la direction des opérations de l'armée libanaise, du député du mouvement Amal Mohamed Rawaja, auteur de livres sur la stratégie militaire, Rafi Madayan, ancien responsable du Parti communiste libanais, docteur en sciences politiques, analyste spécialisé sur les relations internationales, du journaliste libanais et analyste en relations internationales Walid Shahara, auteur d'un livre sur le Hezbollah avec le regretté Frédéric Domon, et du député ancien ministre Hussein Haj Hassan, membre fondateur du Hezbollah. Je m'appelle Emmanuel Iriart et vous écoutez Récit stratégique, la guerre asymétrique au XXIe siècle, le cas du Hezbollah libanais. Un podcast produit par Images d'ici et d'ailleurs. Épisode 4, l'évolution militaire et politique du Hezbollah des années 90 à 2023. Jawad, officier supérieur du Hezbollah. C'est d'abord à travers l'action estudiantine que je suis rentré au Hezbollah, que ce soit au lycée, puis ensuite à l'université. Et si bien sûr, il y a beaucoup de raisons à cela, on peut dire que l'essentiel fut la volonté de participer à un combat pour la libération, de lutter contre l'oppression. Et c'est une caractéristique de cette région, de ce quartier, la banlieue sud, qui même avant le Hezbollah, était déjà un bastion de tous les mouvements de résistance. Mon cas est similaire à celui de beaucoup de jeunes après la libération en 2000 et les succès que la résistance a remportés. Ce moment a joué un rôle important pour nous. La résistance nous a captés et nous avons choisi cette voie pour nous défendre, pour défendre le Sud, le pays, pour exprimer notre aspiration à la libération. Et dans ce parti, nous sommes tous des résistants, car certains sont résistants sur le plan politique, d'autres sont résistants sur le plan militaire, d'autres sont résistants sur le plan de la connaissance, d'autres sont résistants sur le plan du travail, dans les secteurs de la santé, de l'éducation ou autres. Tous les membres de Hezbollah sont des résistants, chacun dans leur domaine. C'est ainsi que fut le début dans Hezbollah. Puis nous avons chacun eu un parcours dans différents domaines. Et là, nous sommes arrivés à la position que nous avons aujourd'hui, à un poste de dirigeant militaire, pour ce qui me concerne. Et, bien sûr, ceci après un cursus universitaire au cours duquel je me suis spécialisée dans les questions stratégiques. Au-delà de Jawad, quel est le profil des jeunes garçons qui rejoignent le Parti de Dieu après la première génération? Les premiers militants, c'était beaucoup de communistes. Chiara Calabrese, chercheuse, spécialiste du Hezbollah. Du Liban Sud surtout. C'était des militants qui étaient déjà à côté des associations islamistes ou des militants qui n'avaient pas un passé militant, des hommes, des femmes qui n'avaient pas un passé militant.
et qui sont après conflués vers les intérêts du parti et surtout autour de cette lutte armée dans les années 82-85, autour des idées du Hezbollah, qui allait devenir aussi la révolution iranienne, a beaucoup aidé ça parce que la révolution iranienne, elle a proposé un modèle des luttes et des révoltes qui était possible en fait de révolter un oppresseur. Et ça, c'était quelque chose qui a beaucoup d'influence en fait contre des gens qui étaient sous occupation et qui ont commencé à aspirer de faire la même chose. Comme on a renversé les champs, on peut renverser l'occupant alors qu'on a tout le monde contre nous, comme c'était le cas en Iran. Et ça a donné beaucoup de force en fait au parti parce que même la conjoncture historique elle était importante avec l'affaiblissement de la mouvance communiste, de la gauche. Les rapprochements entre la Syrie et l'Iran, tout ça a donné une importance au parti ce sont des conjonctures historiques en fait qui ont aidé beaucoup l'Hezbollah à se mettre en scène et à recruter beaucoup de militants. Donc des militants avant, ils pouvaient lutter dans des mouvements de gauche, dans la résistance justement du Front National Libanais qui était depuis plusieurs partis politiques et mouvances politiques. Au cours de ces années d'après-guerre civile à laquelle le Hezbollah n'a pas réellement pris part, celui-ci combat aussi des milices libanaises alliées aux Israéliens afin de libérer le sud du pays, toujours occupé sur plus de 700 km². Si politiquement Israël avait, à travers le Mossad, soutenu très tôt les phalangistes et sa milice, les forces libanaises de Bachar Gemayel, en cherchant à lui faire partitionner le Liban et signer une paix avec ses représentants, le ministre de la Défense, Shimon Peres, lui a préféré soutenir dès 1976, au sud Liban, une autre milice qu'il a, pour ainsi dire, constituée de toutes pièces, l'armée du Liban Sud, dirigée par des chrétiens maronites, dont le major Saad Haddad, est composé aussi de Libanais chiites, issus de l'armée libanaise, à des postes subalternes. Général Farhat, ancien directeur des opérations et de l'orientation de l'armée libanaise. La première scission a eu lieu en 1977. Le major Saad Haddad a scissionné avec un certain nombre d'officiers. Lorsque la résistance a commencé à s'emballer à partir de 1990, la plupart de ces officiers étaient passés à la retraite. Donc ce sont des civils qui ont commencé à rejoindre l'armée de collaboration, l'armée du Liban Sud. Ce n'étaient plus des militaires, c'étaient des civils. Il n'y avait pas plus de 400 militaires réguliers qui avaient rejoint ce groupe. Ces gens-là ont quitté leur fonction à cause de l'âge, et d'autres personnes ont rejoint cette milice. Il y avait entre 1000 et 2000 personnes membres de cette milice. On ne pouvait plus les considérer comme étant des membres de l'armée qui avaient scissionné. Ce n'étaient plus des militaires qui étaient en fonction. Si l'armée du Liban Sud, la LS, est au départ composée d'anciens militaires et de miliciens issus des phalangistes ou des gardiens du Cèdre, ne dépensant pas les quelques centaines de membres, en passant sous les ordres directs du renseignement militaire israélien à l'occasion de son invasion du Liban en 1982, elle se transformera en une armée supplétive sous le commandement d'un général de division en retraite, Antoine Lahad, dès 1984, qui va combattre les résistants de gauche, parfois la finule pour forcer son départ, mais aussi et surtout le Hezbollah, jusqu'au 24 mai 2000, date de l'évacuation presque totale du Liban par Tsahal. Cette politique de création de zones tampons ou de sécurité est en fait, selon le journaliste de Haaretz, Yossi Melman, d'inspiration sud-africaine, dans sa lutte d'alors contre l'ANC, qui utilise des bases arrières en Angola et au Mozambique. Si en 1990, la LS compte plus de 3000 miliciens, le Hezbollah ainsi que les services de renseignement libanais vont l'infiltrer et l'affaiblir progressivement. Ainsi, au moment du retrait, on ne compte plus que 1500 combattants défendant les manœuvres de Tsahal pour sortir du pays. Le FRNL a assassiné Rafi Madayan, ancien responsable du Parti communiste libanais. A liquidé tous les collabos libanais qui se sont organisés pour coopérer avec l'occupation israélienne. Donc, il y a un grand travail qui a été fait par les communistes jusqu'en 85-86, c'est-à-dire la majorité du Liban, de Beyrouth, de la région de la montagne et de la région de Saïda a été libérée par le FRNL principalement. Bien sûr, on a été soutenu par la Syrie de Hafez Assad, par l'armée syrienne qui a acheminé les armes et les logistiques, la munition, etc. Et les combattants ont été entraînés dans la région de la Bekaa aussi. Mais la majorité du Liban a été libérée
par ce front de résistance nationale libanais qui était principalement animé par les communistes. Donc, les Israéliens, après 1985, se sont repliés dans la bande frontalière qui a été libérée en 2000, en mai de 2000. C'est-à-dire que le combat du Hezbollah, c'est une continuation du combat du FRNL. Le Hezbollah va, à partir des années 1990, en se confrontant à ses supplétifs de l'ALS, mais aussi à Tsahal directement, faire évoluer ses tactiques et entamer sa mue sur deux plans. D'abord, il va obtenir de nouveaux soutiens, notamment de la Syrie. Les mouvements de résistance ont besoin de cadres, de préparation, de soutien militaire, de logistique et d'armement. On ne peut pas avoir un mouvement de résistance militaire et développer ce mouvement sans un soutien géopolitique, c'est-à-dire c'est la géopolitique des mouvements de résistance libanaise et palestinienne est importante, c'est-à-dire que la base arrière de la résistance a été la Syrie, bien sûr, parce que même les armes en provenance de pays de l'Est, c'était à partir de Tartous, de l'attaqué de Tartous, de Syrie. C'était la Syrie qui faisait passer les armes. Il faut noter que la Syrie a soutenu la résistance islamique de Hezbollah pour qu'elle continue la guerre anti-israélienne au sud Liban. Et même la direction de l'armée syrienne avait fait dans le sud du Liban comme un montage. C'est-à-dire que la direction syrienne a demandé au renseignement militaire de l'armée libanaise au sud Liban pour aider les opérations de Hezbollah, pour aider la résistance islamique. Si jusqu'en 1990, le Hezbollah n'est donc pas seul sur le terrain, et que certains groupes vont perdurer à ses côtés, avec l'aide de la Syrie notamment, il va aussi débuter une collaboration, et cela peut paraître moins évident, avec l'armée libanaise, notamment sa branche du renseignement militaire, dans un pays qui est toujours sous occupation et sous influence syrienne. Général Farhat, ancien directeur des opérations et de l'orientation de l'armée libanaise. La coopération réelle a commencé au début des années 1990. L'armée s'est déployée au sud Liban. Il y avait aussi le déploiement de la FINUL dans ces zones d'opération. L'armée était déployée dans les autres régions. Il y avait des zones qui étaient frontalières, des zones occupées par Israël, comme dans Oklimat Ofa, par exemple. Dans d'autres régions, on était frontalier des zones où était présente la force de la FINUL. La résistance n'avait pas de présence armée visible dans les zones de déploiement de l'armée libanaise. Il n'y avait ni caserne, ni position militaire visible, rien. C'était une action clandestine qui était menée par la résistance. La résistance menait des opérations, des incursions vers les zones occupées, dans les enclaves occupées. Quant à l'armée, elle préservait la stabilité et la paix dans les zones qu'elle contrôlait. Général Abinader, ancien responsable du renseignement militaire libanais. Je voudrais souligner que j'ai servi au sud Liban. Et la plupart des zones où les batailles se sont déroulées, je les ai connues de près. J'ai pu comprendre avec le temps comment le Hezbollah menait son action, en ayant connu de près toute cette zone. Et puis, il y avait de fait une coopération officieuse, dira-t-on, entre l'armée libanaise et le Hezbollah dans cette zone qui combinait à la fois la dimension légale et légitime de l'armée libanaise et les capacités militaires et opérationnelles du Hezbollah. Et durant toute la période de mon service, il n'y a pas eu le moindre problème, le moindre différend avec le Hezbollah qui respectait scrupuleusement les lois et qui permettait à l'État libanais d'exercer sa pleine autorité dans toutes ces zones, à l'État, mais aussi aux municipalités. Donc, il n'y a jamais eu de problème avec le Hezbollah, ni avec la base sociale du Hezbollah d'ailleurs. Mais je le précise, le renseignement militaire est composé de personnes qui ont des origines très diverses du point de vue religieux. Des musulmans, des chrétiens, des chiites, des sunnites, des maronites, des orthodoxes, etc. Il n'y avait pas de contact spécifique entre les officiers chiites de l'armée, du renseignement militaire et le Hezbollah. C'était le renseignement militaire qui traitait. Il traitait parce qu'en fait, c'était une orientation d'abord de la direction de l'armée
Et puis c'était une orientation du gouvernement libanais. Toutes les déclarations gouvernementales successives disaient que le Liban soutient la résistance libanaise contre l'occupation israélienne. Et donc, quelque part, cette coopération entre le renseignement militaire et le Hezbollah traduisait la politique générale du gouvernement et de la direction de l'armée. Cette transformation, cette montée en puissance du Hezbollah, se fait donc par paliers au cours des années 90. Jawad, officier supérieur du Hezbollah. Tout d'abord, ce que vous avez qualifié d'évolution tactique, ce sont en fait aussi des bouleversements stratégiques qui sont intervenus à l'échelle régionale. Et ce sont des étapes d'une évolution qui a beaucoup plus la caractéristique de tournant stratégique que d'évolution tactique. Je vais essayer de faire un descriptif des modalités d'action tactique. D'abord, revenons à l'époque de la création de Hezbollah entre 82 et 85. Nous étions dans une phase où il y avait des cellules séparées les unes des autres. La deuxième phase va de 85 à 2000. Elle connaît d'une part une continuité de ces modes d'opération précédents et durant lesquels de nouvelles tactiques ont été utilisées. Durant cette période, l'ennemi s'est replié vers ce qu'il va dénommer la zone de sécurité. Et il y construit des positions militaires pour lui et pour ses supplétifs, constitués d'agents, de Libanais de l'armée du Liban Sud. Ils ont donc construit des positions le long de la ligne de front avec les zones libérées. Des positions situées en hauteur, sur des collines qui surplombaient les zones libérées. Dès lors, la tactique utilisée fut des attaques contre ces positions. Les combattants allaient attaquer ces positions en les prenant d'assaut ou en tirant des roquettes. Puis nous utilisions toujours des embuscades contre les patrouilles de l'ennemi qui se déplaçaient d'une position à une autre. C'était l'une des principales caractéristiques de cette période. À la fin de cette occupation israélienne, entre 1997 et 2000, il y a eu une évolution dans les tactiques utilisées. Il y avait une volonté de prendre le contrôle de ces bases, de ces fortins, et de les faire exploser, c'est-à-dire de détruire ces fortifications complètement. L'utilisation par le Hezbollah de tunnels démontre cette transformation, mais également son implantation au sud Liban. Ils ont été mis en avant quelques décennies plus tôt par le Viet Minh, afin, dans un premier temps, de se défendre et de se cacher. Mais le Parti de Dieu va également, progressivement, les utiliser pour passer à l'action dans des opérations plus offensives. En ce point, son utilisation des tunnels reste assez novatrice. Jawad. La question des tunnels, en fait, c'est un dérivé d'une notion militaire centrale. C'est la notion de la protection. Je n'ai pas fait de recherche spécifique sur la question des tunnels, mais je pense qu'une bonne partie des armées du monde, une bonne partie des mouvements de résistance ont utilisé des tunnels. Je ne sais pas dire si c'est du Vietnam à la Palestine. Je pense qu'il y a de nombreuses expériences dans ce domaine. Les Serbes aussi ont utilisé les tunnels. S'agissant de nous, nous utilisons les tunnels depuis la période qui a précédé la libération. Ça, c'est avant 2000. Ça a été construit dans les années 90. Alors, à Gaza, ils ont commencé à construire des tunnels après la libération de Gaza. Gaza, c'est un pays plat, et donc il n'y a pas de topographie favorable. Donc, dans les années 90, c'était très simple. Pour pouvoir se protéger des attaques israéliennes, il fallait construire des tunnels. Pour se déplacer, pour cacher les moyens, pour tout. C'est une nécessité. Et c'est cette nécessité qui a aidé à élaborer, à creuser. Et évidemment, nous avons commencé à développer les tunnels en tenant compte des spécificités de chaque région, spécificités de la terre, de comment aérer les tunnels.
Il y a beaucoup de détails s'agissant des tunnels qui peuvent être à visée offensive ou défensive. Il y a beaucoup de détails. Mais je suis d'accord avec ce que tu as dit, que les tunnels étaient généralement utilisés par les uns et les autres, mais pas de la même manière, que sur le plan tactique, la résistance islamique a utilisé de manière différente. C'est réellement à partir de ces années 1990, quand la guerre civile est terminée au Liban et que les milices ont rendu leurs armes à l'armée libanaise, que le Hezbollah va pouvoir se concentrer pleinement à la défense du Sud en confrontant directement les Israéliens. La période qui va aller de 96 jusqu'à 2000... Walid Shara, analyste, spécialiste du Hezbollah. Va être une période où on va constater une recrudescence des attaques, mais pas simplement une recrudescence des attaques dans le sens traditionnel du terme. Cette période qui va commencer, on va dire, entre la fin de la guerre civile au Liban, entre fin 1990 et le 24 mai 2000, c'est-à-dire cette décennie, puisque la guerre civile au Liban s'est arrêtée et puisqu'il y a eu une sorte de consensus interne au Liban pour soutenir l'action du Hezbollah, considérée comme action de résistance de la part de l'État libanais. Ce fait va permettre au Hezbollah de se concentrer exclusivement sur le combat contre l'occupation. Et ça signifie que le Hezbollah va développer qualitativement la nature de son action militaire, et y compris, il va pouvoir remédier à la supériorité technologique israélienne. Ça a poussé un général israélien en 96 ou 97 à dire qu'il y avait une guerre des cerveaux qui se menait au Sud-Liban. Parce que le Hezbollah va pouvoir, par exemple, remédier au fait que les drones israéliens qui surveillaient en permanence le Sud ne pouvaient pas, à l'époque, avec leurs moyens à l'époque, détecter la présence de combattants du Hezbollah parce qu'ils avaient remédié à un certain nombre de mesures en matière de camouflage ou en matière... Pareil pour les chars Merkava qui étaient dotés de matériel de vision à infrarouge et qui détectaient les corps humains qui se déplaçaient. Et donc là, le Hezbollah va pouvoir se procurer des uniformes qui cache la chaleur des corps humains, ce qui lui a permis aussi de mener certaines attaques alors qu'il y avait ces redoutables chars Merkava qui étaient capables de tout voir, etc., etc. Ce que je veux dire par là, pareil pour un certain type de charges explosives, il a réussi à fabriquer des systèmes afin d'empêcher l'explosion de charges explosives télécommandés par des drones israéliens qui bombardaient le sud Liban d'ondes pour faire sauter les charges explosives télécommandées. Il a trouvé un système pour brouiller le bombardement en ondes de certaines zones. Et fait nouveau également dans l'arsenal du Hezbollah, l'utilisation d'un outil essentiel à la guerre informationnelle, la vidéo, avec l'apparition de leur télévision Al-Manar, qui diffuse les actions de ses combattants sur le terrain. المقاومة استخدمت الكاميرا لأول مرة في العام 1987 في عملية سجود. Jawad, officier supérieur du Hezbollah. La résistance a utilisé la caméra la première fois durant l'attaque de Sojod en 1987. Elle a sorti un communiqué de la base de Sojod, de la caserne de Sojod. Elle a attendu. L'ennemi a nié qu'il y ait eu cette attaque et cette prise de contrôle. Il ne savait pas que les combattants avaient filmé la prise de contrôle. La vidéo a été publiée. Et depuis cette époque, d'un côté, il y a eu ces images. C'était un double effet psychologique. Un effet psychologique néfaste sur le moral de l'ennemi. Un effet positif sur le moral de la base de la résistance. Il y a eu, on va appeler ça, la fierté des médias de guerre dans la guerre de Gaza actuellement. On filme des opérations militaires de manière absolument incroyable. Cette évolution va permettre au Hezbollah de remporter des batailles, mais déjà de menacer Israël dans sa profondeur et de montrer les limites de l'État hébreu, notamment dans le combat d'infanterie. Ainsi, l'année 1996 va voir une confrontation majeure entre les deux ennemis qui va avoir des conséquences, y compris en matière de règles d'engagement. Mais si l'on revient en arrière, j'ai dit qu'il y avait des étapes dans lesquelles on voyait une évolution dans les modes d'action. Par exemple, après l'assassinat de l'ex-secrétaire général Abbas el-Moussaoui, il y a eu un affrontement avec l'armée israélienne
qui manœuvrait pour tenter d'envahir la zone de Kafar Yatir. Une tentative d'invasion, une tentative d'avancée des troupes israéliennes qui ont été obligées, parce qu'il y a eu cet affrontement, de se replier. Ce fut la première fois dans l'histoire de la résistance. La bataille des 7 jours en 1996. Les deux forces en présence firent usage des bombardements. Ce fut bombardement et contre-bombardement, artillerie et bombardement aérien pour les Israéliens et des roquettes pour la résistance. La résistance a utilisé massivement les roquettes à partir de 1996. Les Katyusha ont été, plus personne ne parle des Katyusha, mais en 1996, les Katyusha ont été utilisés massivement dans ce sens. Le résultat de cet affrontement, qui a duré quelques semaines, a été l'accord d'avril 1996, qui a consisté à épargner les civils des deux bords. Le Hezbollah a réussi à se concentrer davantage sur son action militaire qualitativement. Et donc, ce qui signifie que ces attaques, même si elles n'étaient pas très nombreuses les dernières années, entre 1996 et 2000, étaient des attaques particulièrement efficaces contre l'armée israélienne, contre les positions de l'armée israélienne. Il a aussi intensifié ses attaques contre les milices collaboratrices, ce qui a provoqué un début de désintégration de milices collaboratrices, ou mieux, à ce que certains collaborateurs commencent à contacter secrètement le Hezbollah et à le renseigner sur les occupants israéliens. Et donc, entre 1996 et 2000, ces 4 dernières années vont être des années où la résistance au sud Liban va se développer qualitativement et infliger à la partie israélienne des pertes significatives et renforcer la conviction au sein de l'establishment politico-militaire israélien que cette présence militaire, cette occupation militaire au sud Liban devenait trop coûteuse et qu'il était judicieux pour Israël de se retirer du sud Liban. Mais l'on peut se questionner sur la façon dont est vécue, par les anciens acteurs, notamment ceux du FRNL, cette transformation des rapports de force. Bon, objectivement, le FRNL était dissolu après le Taef en 90. Rafi Madayan, ancien responsable du Parti communiste libanais. C'est-à-dire que la participation des communistes était presque inexistante et était presque impossible par les conditions politiques nouvelles après la fin de la guerre civile et après la chute de l'Union soviétique. Il y a eu une tentative de la part de Georges Shawi, 96-97, de recréer des groupes du FRNL. Il y a eu 3 opérations en 96 des résistants communistes qui ont fait des opérations contre les troupes israéliennes dans la région frontalière. Georges Shawi était voir Hassan Nasrallah. Il a proposé de créer un front commun. Le projet de Georges Shawi, c'était le projet de rassembler différents groupes de résistance dans un seul réseau et de se partager le front. La région sud-est, Hasbaya, Shib'a, là où les communistes étaient bien implantés, on a proposé à Saïd Nasrallah que le FRNL, les communistes, prennent la relève dans cette région-là, alors que Hezbollah et peut-être aussi le mouvement Amal prendraient les fronts du milieu du sud et l'ouest, c'est-à-dire proche de Nakoura. Mais techniquement et organisationnellement, le Parti communiste n'était pas prêt. Et Nasrallah nous a dit que la résistance islamique avait une direction militaire un peu complexe qui ne pouvait pas recevoir l'apport et la participation d'autres forces, c'est-à-dire qu'il n'était pas facile de créer cette opération commune avec d'autres forces de l'extérieur de Hezbollah. C'était un peu compliqué pour le Saïd Nasrallah. Il a dit que techniquement et organisationnellement, il est mieux que chacun travaille seul, mais on coordine entre les dirigeants. Et il n'était pas contre ce projet de division des fronts entre les différents groupes de résistance. Mais à mon avis, le Parti communiste n'était pas en mesure de revenir à la résistance armée.
Cette libération du Sud va donc intervenir prématurément pour Tsahal, qui abandonne ses positions dans la nuit du 24 mai 2000 avec une partie de ses soutiens alliés et matériels. Mai 2000, lorsqu'Israël se retire du Sud-Liban, Walid Sharaha. C'était la première fois dans l'histoire du conflit israélo-arabe qu'Israël était forcé de se retirer de territoires arabes occupés inconditionnellement. En réalité, l'armée israélienne a pris la fuite du Sud-Liban. L'armée israélienne s'est retirée en 2-3 jours en abandonnant d'ailleurs une bonne partie des collaborateurs libanais à la frontière. Je me rappelle toujours d'un article qui avait été écrit à l'époque par un commentateur israélien qui disait en 1967, tous les Israéliens avaient vu dans le désert, dans le Sinaï, les chaussures des soldats égyptiens qui avaient été laissées. C'était le symbole de la défaite arabe. Aujourd'hui, à l'ère de la révolution des communications, lorsque les combattants du Hezbollah sont rentrés dans les bases évacuées par l'armée israélienne au Sud-Liban, ils ont retrouvé des ordinateurs qui étaient encore en marche et dans certains lieux, ils ont trouvé même des plats chauds. Ces images sont le symbole de la défaite israélienne et ils ont été perçus par non seulement les Libanais, mais aussi les Palestiniens et l'ensemble des peuples de la région. À ce stade du récit, il nous faut envisager ce retrait aussi du point de vue israélien. L'ont-ils perçu à l'époque comme un échec, ou bien y avait-il des raisons exogènes, plus stratégiques, qui motivaient Tel Aviv à se retirer, pensant gagner sur un autre terrain ou faisant face à des pressions internationales? Il faut aussi prendre en considération le fait qu'une partie de l'establishment politico-militaire israélien liait l'occupation israélienne du Sud-Liban aux négociations avec la Syrie. Et beaucoup considéraient qu'il était possible pour Israël de monnayer un retrait israélien du Sud-Liban en échange d'une solution avec la Syrie qui ne permettent pas au pouvoir syrien de restituer tout le Golan. Mais le président syrien d'alors, Hafez al-Assad, a insisté sur le fait qu'il y ait un retrait israélien total de tout le Golan occupé en 1967. C'est ce qui aussi, d'un point de vue politique, a poussé la partie israélienne à se retirer du Sud-Liban, subitement, sous les coups de la résistance bien sûr, mais aussi avec cette idée que si on se retire du Sud-Liban, la Syrie n'aura plus de moyens de pression sur la partie israélienne. Mais la grande surprise pour la partie israélienne, ça a été le fait que ce retrait du Sud-Liban a été perçu tous les peuples de la région comme étant une défaite israélienne et un retrait inconditionnel d'Israël. Si la libération du Sud, exception faite des fermes de Sheba, a lieu de manière anticipée le 25 mai 2000 au matin, le 28 septembre de la même année se déclenche en Palestine la seconde intifada suite à la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées. Elle symbolise le rejet palestinien de la colonisation israélienne. En 1987 déjà, l'objectif du premier soulèvement était le même. En 2000, une différence majeure apparaît, l'utilisation de la résistance armée. Car ce soulèvement est armé et mené par des organisations palestiniennes opposées aux accords d'Oslo, dont le Front populaire et le Front démocratique, membres pourtant de l'OLP, mais aussi par des islamistes, ceux du Hamas et du djihad islamique, mais aussi par des groupes comme le Tanzim ou les Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, qui avaient soutenu Oslo jusqu'à maintenant. Sur le plan politique, c'est Marwan Barghouti qui prendra la tête de ce mouvement. Le 21 octobre, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies adopte une résolution condamnant le recours excessif à la force par Israël. Et le 1er novembre, un cessez-le-feu est signé par Yasser Arafat et Ehud Barak. Mais un attentat à la voiture piégée, revendiqué par le djihad islamique à Jérusalem, tuant 2 Israéliens, relance un cycle de violence. Et pour comprendre ce recours à la lutte armée par les Palestiniens, il faudrait le mettre en perspective justement de la résistance armée au Liban et de l'obtention de la libération du pays par ces moyens. Cette victoire au Sud-Liban a eu un impact très important sur ce qui va se passer en Palestine. Ce retrait a clairement accéléré le déclenchement du deuxième intifada palestinienne, l'intifada d'Al-Aqsa. À l'époque, malgré les accords d'Oslo, Israël ne respectait pas ces accords, continuait la colonisation de la Cisjordanie, qu'elle occupait encore une bonne partie des alentours de Gaza, etc. Une partie de Gaza, il y avait des colonies même dans Gaza.
Et il était clair que la partie israélienne ne voulait pas permettre la création d'un État palestinien indépendant. Et donc, ceci a conduit à l'échec du sommet de Camp David II entre Yasser Arafat d'un côté, Ehud Barak, le premier ministre israélien d'alors, et Clinton, le président américain à l'époque. Après l'échec de ce sommet, il y a eu cette visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées, visite de provocation, visant à affirmer une souveraineté israélienne sur cette esplanade. Ceci a occasionné des manifestations qui ont été réprimées et ensuite une succession de manifs réprimés. L'engrenage va donner le déclenchement de la deuxième intifada, mais je pense que aussi il y a eu un facteur majeur, c'est-à-dire que les organisations palestiniennes de résistance, ainsi que je pense que le président de l'autorité palestinienne à l'époque, Yasser Arafat, avait vu qu'au sud Liban, la résistance armée avait réussi à imposer à Israël un retrait inconditionnel et que donc il était possible, en utilisant différentes formes de résistance, y compris la résistance armée, il était possible d'imposer un retrait israélien. Bon, ensuite, il y a eu des développements internationaux et régionaux qui vont changer la donne en la défaveur des Palestiniens. Il y a eu les attentats du 11 septembre, la guerre contre le terrorisme, un soutien américain inconditionnel pour qu'Israël mène une guerre visant à liquider Yasser Arafat, à liquider les organisations palestiniennes de résistance. Après 18 ans de conflit ayant opposé Israël au Hezbollah au sud Liban, comment ce dernier va dès lors se restructurer dans cette nouvelle configuration ? Quelle va être la stratégie de la résistance islamique après ce qu'elle peut envisager comme une victoire ? Il y a eu immédiatement des conséquences directes de la libération du Sud. Jawad. La première conséquence est le déclenchement de la deuxième intifada en Palestine. Et là, la résistance a décidé d'apporter un soutien à cette intifada. Deuxième conséquence, le Hezbollah a élaboré un plan pour défendre le sud Liban, parce que la résistance était consciente que la partie israélienne allait chercher à la première occasion de s'attaquer à nouveau au sud Liban. La résistance a élaboré un plan détaillé, et dans ce plan, il y avait des dimensions qui concernaient les types d'armement, les systèmes d'armes et une préparation sur le plan stratégique pour faire face à l'éventualité d'agression israélienne. Les tactiques qui ont été élaborées alors tenaient compte des points de faiblesse de l'ennemi. 2 points de faiblesse principalement, les affrontements terrestres et le front intérieur du côté israélien. Le Hezbollah va invoquer l'occupation des hameaux de Sheba afin de continuer ses attaques intermittentes transfrontalières jusqu'en 2006. À cette époque, le parti se concentre donc sur sa stratégie et sur la libération de prisonniers libanais. Ainsi, en 2004, une négociation indirecte va aboutir à un échange, mais seulement partiel pour la partie israélienne, ce qui va motiver le Hezbollah à mener une action en juillet 2006 afin de relancer cette négociation. Un peu à l'image de celle ayant abouti à l'enlèvement dans la base de Kerem Shalom à la frontière de Gaza par un groupe lié au Hamas, un mois avant, du soldat Gilad Shalit. La guerre de 33 jours débute donc après une opération réalisée dans le plus grand calme par une unité d'élite du Hezbollah qui tue 8 soldats ennemis et en kidnappe d'autres. La riposte israélienne ne va pas se faire attendre de la part d'une armée qui a non seulement planifié cette attaque bien avant et qui promet un anéantissement de la résistance libanaise en moins de 15 jours. Le Hezbollah, lui, va tenter de négocier dès le début de cette offensive, ne pensant pas réellement entraîner le Liban, et notamment le sud et Daryeh, dans un scénario de destruction massive du fait de la doctrine d'Aryeh, qui prône un usage disproportionné de la force en représailles sur des zones civiles, allant contre le droit humanitaire qui lui distingue toujours les cibles civiles et militaires. Loin de permettre d'obtenir la victoire, cette doctrine que l'on doit au général israélien Gabi Eisenkot démontre une limite, en cela que, sans intervention au sol de l'armée, une victoire ne semble jamais acquise par des bombardements, y compris massifs et punitifs, dans une guerre asymétrique. Ainsi, le propre fils de Eisenkot en fera les frais à Gaza, en décédant dans un tunnel de Jabalia le 7 décembre 2023, comme un rappel à son père des limites d'emploi de la force armée et du sentiment de toute puissance. Comment on peut faire aussi des raids terrestres ? Michel Goya, ancien colonel de l'armée française et historien.
à l'intérieur, au-delà de cette barrière. Et le Hezbollah, le 12 juillet 2006, montre que c'est possible. C'est-à-dire, très concrètement, ils organisent un commando, c'est très bien formé, très bien équipé, c'est tout ça très bien organisé. Ils arrivent à construire un tunnel qui passe sous la barrière de défense, à monter une embuscade contre une patrouille israélienne, à détruire détruire toute cette patrouille, prendre des prisonniers et revenir de l'autre côté de la frontière. On appelle ça en termes militaires s'exfiltrer très facilement. On m'avait raconté, on m'a dit voilà, mais nous, l'Israélien m'avait dit, tout de suite on a lancé des drones. On a lancé un drone au-dessus de la zone où était parti le Hezbollah, un petit village, commando du Hezbollah, et puis au moment on a vu partir des voitures identiques dans tous les sens. Et donc là, on a été complètement perdus, on ne pouvait pas suivre. Donc ce que je veux dire, c'est que c'était un combat très professionnel, très, très bien organisé, et ce qui montrait bien que le Hezbollah avait réussi à faire un saut qualitatif en termes de combat d'infanterie, avait créé une infanterie moderne bien équipée. Ça, c'est une surprise. Le Hamas va également faire la même façon, année après année, va constituer une infanterie compétente et bien équipée. Et donc oui, c'est un coup de tonnerre évidemment. Vous avez une anomalie qui apparaît dans votre modèle de défense, quoi, un truc qui marche pas, quoi. Et d'ailleurs, il y aura aussi une anomalie dans l'offensive qui va suivre en 2006, où au bout du compte, ça marche pas. On n'obtient pas ce que l'on veut, quoi. Général Farhat, ancien directeur des opérations et de l'orientation de l'armée libanaise. Lorsqu'Israël a mené son offensive le 12 juillet 2006, elle est passée par la zone où se trouvent déployés 6000 soldats de la FINUL. En 2006, l'armée israélienne a essayé d'opérer une percée terrestre dans la région de Binti Jbel. Ils n'ont pas réussi. Ils ont été tenus en échec. Ils ont essayé une percée via la vallée de Hajr, où il y a eu la destruction des chars avec les cornettes. Et durant cette phase, la partie israélienne a essayé de changer la donne sur le terrain, n'a pas réussi à faire une percée terrestre. L'objectif des Israéliens était d'arriver jusqu'à la rivière Litani. Ils disaient « on va prendre une photo devant Litani » et ils n'ont pas réussi. Il y a eu durant toute la guerre le commande et contrôle qui est resté opératif. Au 14e jour de la guerre, le Sayed Hassan Nasrallah a décrété une trêve de 2 jours. Durant 2 jours, il a appliqué un cessez-le-feu. Ensuite, il a ordonné la reprise des attaques. Ceci prouve qu'il y avait un commandement et un contrôle fonctionnel et une discipline. Le plus important, c'était la communication. Ils utilisaient des voies de communication filaires. Le commandement et le contrôle, c'est fondamental dans la guerre. Dans le domaine militaire, je préfère d'ailleurs le terme de science militaire. Il y a différents types de défense. Il y a la défense immobile, la défense mobile, et puis il y a ce qu'on appelle la défense acharnée, une défense jusqu'à la mort. Le Hezbollah a utilisé la défense acharnée. Les Israéliens n'ont pas réussi à mener une percée terrestre et les bombardements aériens ont été insuffisants. Général Abinader, ancien responsable du renseignement militaire libanais. Ce que j'ai pu constater en observant de près les affrontements entre l'armée israélienne et le Hezbollah, c'est que les soldats israéliens en général ont peur d'aller au clash direct. Sur le terrain, c'est quelque chose qu'ils essayent d'éviter. Ils comblent leur manque d'efficacité militaire sur le terrain par un usage intensif, massif de la puissance aérienne, que ce soit les drones, l'aviation, etc. C'est-à-dire, ils essayent de combler leurs lacunes en matière d'affrontement militaire sur le terrain, en comptant beaucoup plus sur l'usage des drones et des capacités aériennes de l'armée israélienne. Il y a eu d'abord les affrontements terrestres, durant lesquels l'ennemi a eu des pertes très importantes. Jawad. Grâce aux cornettes, les blindés israéliens qui ont été détruits en très grand nombre. Puis, la résistance s'est aussi concentrée sur le deuxième point faible et a effectué des bombardements avec ses roquettes sur des positions israéliennes, comme les roquettes qui sont arrivées jusqu'à Khodr, à plus de 80 km dans les profondeurs du territoire israélien. Il y avait dès lors une capacité réelle de frapper Tel Aviv et au-delà de Tel Aviv. Mais la bataille a été dirigée avec des calculs précis et avec sang-froid. Ça peut sembler, on va dire, anodin en cela que ça ne semble pas quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on parle de l'usage de roquettes. Mais en réalité,
lorsqu'un mouvement a réussi à élaborer un mode de confrontation qui tient compte des points de faiblesse de ses ennemis, cela démontre une grande capacité d'analyse et d'action. Et ceci a été un exemple qui a été pris en compte et suivi par tout un axe régional qui a élaboré des plans basés sur cette idée maîtresse qu'il y a des points de faiblesse en Israël. Hezbollah sait très bien qu'il ne peut pas Michel Goya affronter non plus les forces israéliennes en terrain découvert, parce que là, il y a toute la puissance de feu israélienne qui va les écraser. Ils ont eux-mêmes, d'une certaine façon, leur propre bouclier défensif, urbain, donc ils sont incrustés dans le terrain ou au sud du Liban, et en même temps, ils ont leur propre système offensif, qui est aussi une force de frappe, alors, qui est très différente de celle d'Israël, bien sûr, mais qui est à base de roquettes, voire de missiles à longue portée, de drones, etc. Donc c'est un peu deux systèmes où on aura du mal à se rencontrer au sol parce qu'il faut aller sur le terrain de l'autre et c'est compliqué et ça va faire des morts. Et du coup, on privilégie plutôt des attaques à distance qui finalement vont plus frapper les civils que les combattants des deux camps. Et dans ce cadre-là, donc, les adversaires, ça remonte, en fait, il faut remonter aux années 80, mais ils réfléchissent comment combattre Israël. Il y a cette idée, d'abord, on va pas le chercher sur son propre terrain, on va développer des capacités de défense, on va s'incruster dans le terrain, on va développer une infanterie compétente. Ce qui marchait le mieux contre les Israéliens, c'était les commandos. C'était, on trouvait des gens, dès que ça devenait un combat un peu plus organisé, combat blindé, mécanisé, etc. Ça marchait beaucoup moins bien. Ils arrivaient. En revanche, on trouvait toujours des gens très motivés. C'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est comment on fait pour frapper. Les avions, on n'en a pas de toute façon, et ils se font abattre, ça marche pas. Donc, on va utiliser des machines. Et donc, on va bricoler des roquettes, des missiles, enfin tout ce qui peut être lancé à distance. Et donc, on crée, le Hezbollah d'abord crée ce modèle un petit peu de force, et le Hamas globalement va l'imiter. Les autres vont imiter un peu toutes les organisations armées de la région vont un peu imiter ce modèle, d'autant plus qu'il va faire ses preuves d'une certaine façon en 2006. On dit tiens, effectivement, on a pour la première fois une puissance qui résiste à la fois qui résiste au sol à la puissante armée israélienne et qui est capable en plus de donner des coups sur Israël sans être vraiment arrêté. Et vous avez au bout d'un moment des civils israéliens qui, je schématise, mais qui vont voir l'armée israélienne en disant écoutez, il faut peut-être faire quelque chose là parce que en fait c'est nous qui recevons les roquettes et vous finalement militaires vous êtes à l'abri quoi. C'est-à-dire qu'à force de protéger les militaires des pertes, on arrive à cette situation où d'abord on a des combats qui sont moins efficaces, moins décisifs et en même temps on se tape dessus à distance et c'est globalement les civils qui ramassent le plus. Israël va donc devoir tirer des conclusions de cet échec de 2006, notamment à travers le rapport Vinograd, qui pointe un manque de préparation et une sous-estimation de son ennemi. Cela va aboutir à la mise en place d'un système défensif, aussi bien pour le fantassin, les chars, mais aussi anti-aérien, contre tout type de vecteurs ou presque, avec les systèmes d'hommes de fer, Harrow et Front de David. Mais au-delà, c'est un véritable changement de doctrine que va réaliser Tsahal. La résistance au Liban a réussi à imposer à l'armée israélienne de changer sa doctrine militaire après la guerre de 2006. Jawad, officier supérieur du Hezbollah. Lorsqu'il y a eu un usage conséquent des roquettes durant la guerre de 2006, il y a eu un transfert des savoirs en direction de Gaza. Et à Gaza, on a assisté également au développement d'un arsenal de roquettes. Et même des roquettes ont commencé à être envoyées à Gaza. Et lorsque Gaza a été assiégé, on a commencé à produire, à fabriquer des roquettes à Gaza directement. Gaza a ensuite subi 3 guerres, en 2008-2009, 2012 et 2014. Dès 2012, Tel Aviv a été bombardé depuis Gaza.
Après 2012, l'ennemi a commencé à reconsidérer sa doctrine militaire et à essayer de la modifier. Et il y a eu des modifications substantielles après la guerre de 2014. Ce changement de doctrine était lié à ce que la résistance a pu faire au Liban et en Palestine et à la coordination entre les deux résistances. Quelle était la doctrine de l'armée israélienne avant? 3 piliers: la dissuasion, l'avertissement, gagner la bataille. Depuis Ben Gurion, dissuasion, avertissement, et puis aller à la victoire. Ils ont rajouté un 4e élément, le 4e pilier, la défense, pour la première fois dans l'histoire. Et ils ont dépensé des milliards de dollars, une bonne partie du budget militaire de l'armée, sur la défense. Sur quoi s'est fondée cette nouvelle approche de la résistance sur la faiblesse du front intérieur de l'ennemi? Ce concept de défense a été élargi pour inclure les militaires et non plus seulement les civils. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait plus simplement de développer des systèmes de défense pour protéger les civils, mais il cherchait désormais à protéger les militaires et à les éloigner de la bataille. Quels sont les systèmes qu'il a mis sur pied? Il faut savoir d'abord que les frontières de la Palestine occupée avec le Liban, avec la bande de Gaza, sont les frontières les plus sécurisées au monde. En fait, la stratégie de l'État, c'est devenu emmurer l'État. Il y a différents niveaux de défense antiaérienne avec un coût exorbitant sur le plan financier. Des missiles de 500 000 $ pour abattre des roquettes de 500 $. Ils ont 3 systèmes de défense antiaériens israéliens et un système de défense antiaérien américain. Et maintenant, ils veulent construire une défense par laser. Pareil pour protéger les tanks. Le système trophée, les robots, cette obsession de la défense est devenue centrale. La résistance a réussi à transformer la forme de cette entité, l'entité sioniste, et ses modes d'action. Ceci ne s'est pas passé d'un jour à l'autre. Ce fut un processus long. Et durant cette période, nous avons fait face à de nombreux problèmes. Nous avons eu de nombreux échecs. Nous avons subi des coups très importants. Des dirigeants importants de la résistance ont été assassinés. Le plus important étant Imad Mourni. Imad Mourni va jouer un rôle très important dans le soutien à la deuxième intifada. Walid Sharaha. Et avec les différents groupes palestiniens. Et je pense que ce rôle joué par Imad Mourni, ainsi que son rôle dans la guerre de 2006, où il a été l'architecte de la victoire, c'est quelque chose qui est aujourd'hui reconnu par les uns et les autres, y compris par les commentateurs israéliens. C'est lui qui va penser cette nouvelle tactique militaire qui consiste à faire une combinaison entre les tunnels et les roquettes, creuser des tunnels dans différentes localités du sud Liban, mais qui va aussi développer l'arsenal en roquettes et l'arsenal, plus tard l'arsenal balistique du Hezbollah, et qui va aussi diriger la bataille militaire en poussant à une sorte de décentralisation sur le front, ce qui va permettre aux villages de se battre dans une situation de quasi-isolement, qui va surtout entraîner la partie israélienne dans un traquenard, dans Awad Ehjer, où ils vont ensuite payer un prix lourd, plusieurs dizaines de chars Merkava détruits et de blindés en utilisant cette nouvelle arme à l'époque que sont les roquettes Kornet. Et donc, il a introduit l'usage des Kornet. 2006, ça a été une catastrophe pour l'armée israélienne. D'ailleurs, l'armée israélienne a reconnu, ils ont fait le rapport Vinograd pour dire qu'ils avaient la faille du renseignement, qu'ils n'avaient pas connaissance de beaucoup d'éléments très importants s'agissant du Hezbollah, de sa stratégie militaire, des moyens dont il disposait, etc., etc. Sur 2006, il y a beaucoup de choses à dire. Imad Mourni avait réussi à infiltrer le réseau d'informateurs locaux de l'armée israélienne. Il avait réussi à capturer, à retourner un nombre d'informateurs pour qu'ensuite ils désinforment leurs officiers traitants israéliens. Donc les Israéliens ont bombardé des positions, par exemple au sud Liban, en imaginant que dans ces positions, il y avait des stocks de roquettes, d'armes. Et effectivement, des petits stocks ont été laissés pour qu'il y ait des explosions, pour que les Israéliens croient qu'ils ont détruit les stocks d'armement. D'ailleurs, si on se réfère au communiqué de l'armée israélienne du début de la guerre en 2006, l'armée israélienne disait qu'elle avait détruit quasiment
la totalité ou 80% des stocks d'armes du Hezbollah, des stocks de roquettes, d'armes, qu'il avait liquidé une bonne partie des cadres militaires, des unités d'élite, etc. Bon, tout ceci, ça a été aussi le fruit d'une action pensée, organisée par Imad Mournier. Il ne faudra pas longtemps aux renseignements israéliens, épaulés entre autres par la CIA, pour débuter une série d'assassinats ciblés des cadres du Hezbollah responsables de cette victoire divine en 2006. Et cela débute à Damas, en février 2008, avec le chef militaire du Hezbollah, Imad Mournier. Le monde entier, y compris les supporters du Hezbollah, découvre à ce moment un grand stratège qui a profondément marqué et transformé le Hezbollah. Anis Nakash, que nous avons évoqué plus tôt, racontera à l'auteur de ce podcast qu'à son retour au Liban, celui qui a présenté le jeune Imad au diplomate iranien Ahmad Motessaveli à Beyrouth dans les années 80, le retrouve donc en 1990 dans une organisation qui n'a plus rien à voir avec le Fatah d'alors ou le djihad islamique des débuts. Les règles de sécurité sont très poussées, la formation y est constante, ce qui n'empêchera pas à Israël pourtant, après 2006, d'assassiner tour à tour Imad Mournier donc en 2008, son fils en 2015 en Syrie par un tir d'hélicoptère, son beau-frère Mustafa Badreddine en 2016 et également, avec le soutien des États-Unis toujours, Qassem Soleimani en 2018, le chef de l'axe de la résistance. Ceux qui formaient l'avant-garde de cette guerre contre l'Occident sont désormais ciblés précisément. La guerre contre l'Occident, alors c'est un peu surprenant comme ça, mais... Olivier Masse, ancien officier et chef de poste de la DGSE à Beyrouth. Historiquement, oui, l'attentat du Drakkar, tout ça, c'est le Hezbollah des origines, donc on a un passif historique qui est clairement d'opposition, donc ça peut se comprendre. Ensuite, il y a eu la guerre en Syrie, et là, effectivement, l'Occident était très clairement contre le régime d'Assad, soutenu par l'Iran et le Hezbollah impliqué militairement fortement sur place. Il y a aussi une histoire récente qui fait qu'on était en opposition et que c'était l'Occident face à un front un peu donc syrien, iranien et russe. Donc, je ne suis pas surpris que le Hezbollah ait une rhétorique comme ça anti-occidentale parce que ça s'appuie sur des faits réels, validés. Mais cette opposition, elle est dans les deux sens aussi. Le Hezbollah a donné des coups, a frappé ou a en tout cas combattu contre les intérêts occidentaux ou des intérêts différents. Donc ça, dont acte, c'est vrai. Mais Imad Mournier, c'est avant tout Aurélie Daher, un grand chef militaire qui a pensé une partie des stratégies de résistance contre l'occupation, notamment entre 82 et puis 2000, et puis ensuite donc à nouveau en 2006 dans le cadre de la guerre des 33 jours. Au final, il est assassiné par le Mossad en 2008 à Damas, et ce qui va d'ailleurs provoquer un petit peu de friction entre le Hezbollah et les Iraniens d'une part, et puis le régime syrien d'autre part, parce que comme on peut imaginer, le Hezbollah et l'Iran d'abord n'était pas très content que le régime d'Assad n'ait pas garanti la sécurité de Mournier plus que ça, et surtout parce qu'il n'était pas tout à fait sûr que le régime d'Assad n'ait pas volontairement détourné le regard, voire n'ait pas carrément prêté main forte aux Israéliens. Donc il y a eu un petit peu de brouille à ce niveau-là, au niveau de Imad Mournier. Le Hezbollah s'est transformé sous l'égide de son secrétaire général, Hassan Nasrallah, et la résistance a gagné en masse, autant qu'en qualité de ses membres, qu'elle forme constamment. Hassan Nasrallah, c'est lui qui va penser en fait toute l'organisation du Hezbollah sur la région de Beyrouth, enfin surtout à partir de 85. Et puis en 92, il a 32 ans à peine, quand est assassiné donc son mentor, qui est le secrétaire général du Hezbollah à l'époque, donc Abbas Moussaoui. Et là, il est élu à l'unanimité pour prendre la suite. On lui doit une montée en puissance de la résistance islamique. C'est lui qui va vraiment, on va dire, insister sur la montée en compétence et le développement des stratégies de guérilla de la résistance islamique face à l'occupation israélienne. On lui doit aussi un effort pour mettre fin aux bagarres internes au sein de la communauté chiite, notamment entre Hamas et le Hezbollah. C'est quelqu'un aussi qui s'est fait remarquer parce que son propre fils est mort au front, à l'âge de 18 ans, à la fin des années 90. Il va perdre un petit peu quand même de sa popularité au moment de la guerre civile en Syrie. À partir de 2013 en particulier, la résistance islamique participe à la guerre civile
en Syrie aux côtés de Bachar el-Assad. Le Hezbollah, à ce moment-là, est renforcé. Olivier Masse. Il a acquis, ça a peut-être été un peu sa perte aussi. Le Hezbollah est devenu une force militaire classique et performante. En Syrie, c'est toujours les troupes les plus disciplinées. Les Russes le reconnaissaient volontiers en disant qu'ils aimaient bien monter des opérations en coopération avec les troupes du Hezbollah parce que ça partait à l'assaut et ça se défilait pas, voilà, et que les officiers montraient l'exemple, alors que dans l'armée syrienne, c'était beaucoup moins le cas et que c'était beaucoup moins tenu, moins discipliné. Donc le Hezbollah est sorti renforcé de cette période syrienne parce que voilà, ils sont confrontés à une guerre classique forte, à haute intensité, et ils ont eu énormément de succès. Donc ils en sortent. Et puis ensuite, c'était toute une coopération forte, renforcée avec les Russes, l'Iran qui allait plutôt pas mal à cette période-là. Donc du coup, ils renforçaient leur arsenal. Et donc, quand je pars en 2017, le Hezbollah est fort de son prestige, d'une guerre gagnée, du prestige avant dans en tient que l'invasion israélienne il y a quelques années, finalement, c'était une victoire d'Hezbollah. Donc le Hezbollah, à cette époque-là, en 2017, est sur un piédestal. Les années 2000 montrent aussi l'évolution politique du Hezbollah au Liban, notamment à travers sa participation au système qu'il a longtemps rejeté, du fait du partage communautaire et de sa grande corruption. Mais il faut défendre la résistance par tous les moyens, et également la société Hezbollah. Nous faisons partie du Parlement depuis 1992. Hussein Hajj-Hassan, député et ancien ministre du Hezbollah. Toutes les sessions parlementaires, 92, 96, 2000, 2005, 2009, 2018, 2022. Nous sommes membres du gouvernement depuis 2005. Nous dirigeons une centaine de municipalités au Liban. Nous avons des organismes, scouts, étudiants, professeurs d'université et professeurs d'écoles, des hôpitaux, des écoles, des universités, radio, télévision et dans la résistance. Voilà, le Hezbollah, c'est un parti politico-religieux armé. Chiara Calabrese, chercheuse, spécialiste du Hezbollah. C'est un parti qui a beaucoup évolué au cours des années. Depuis son émergence, c'est plutôt un mouvement de guérilla. Il s'est officialisé en 1985 avec la lettre aux déshérités et il devient après un parti politique qui rentre dans le jeu politique libanais. Il a une grosse force de mobilisation, mais cette force de mobilisation, c'est surtout dû à sa résistance contre l'occupation israélienne. La majorité des militants que j'ai pu rencontrer, ils étaient tous motivés par la lutte armée que le parti avait fait contre l'occupant israélien. Et tout ce qui sont les référents religieux, en fait, viennent après et viennent au cours de la formation militante et idéologique qui est faite au parti. Après l'année 2000, le Hezbollah, c'est un des premiers partis libanais à mobiliser la base populaire, dont tous ne sont pas militants du Hezbollah, parce que l'appartenance au parti s'est faite par différents niveaux. Mais au niveau de l'électorat, c'est les premiers partis qui mobilisent la base communautaire chiite au Liban. Et lors des élections, par exemple, c'était un des premiers partis au Liban avec celui des forces libanaises. Ça, pendant les élections en 2016. Donc, il a une base électorale qui est importante, beaucoup plus importante que sa base militante et sa base combattante, qui vraiment c'est le noyau dur des militants du parti. Donc, c'est un parti qui a des ancrages locaux et militants qui sont importants et qui a un contact doucement avec la population et qui a aussi sa force de proximité. Il fait une politique en fait de proximité avec les gens qu'il mobilise. Et ça, c'est la force du parti, en effet. La guerre en Syrie, bien évidemment, c'est quelque chose qui a des effets sur la popularité du parti dans le monde arabe et surtout sur la popularité de Hassan Nasrallah, qui jusqu'au 2011, c'était un leader incontesté dans tout le monde arabe, qu'il soit sunnite, chiite ou autre. Depuis 2011, et avec des niveaux d'implication qui vont varier, le Hezbollah est donc investi en Syrie, notamment au départ pour protéger des régions dans lesquelles vivent des chiites libanais. Puis il mènera des batailles dans la région frontalière de Qousseir, contre ce qu'il dénommera des extrémistes islamiques, qui sont constitués de groupes alors encore affiliés à Al-Qaïda, appartenant au front Al-Nosra, dirigé, pour l'anecdote, par Al-Joulani, le futur président syrien. La veille du 13 novembre 2015, qui va endeuiller la France,
le Liban subit lui aussi 2 attentats suicides quasi simultanés dans le quartier chiite de Bourj el-Barajneh, revendiqué par Daesh, qui ne feront que 44 morts et plus de 200 blessés, malgré la présence de plusieurs kamikazes revêtus de ceintures d'explosifs et de véhicules piégés. Notamment parce qu'un riverain va agir avec grand courage en se jetant sur un terroriste, et que de son côté, le Hezbollah va en arrêter un dernier. Le parti chiite et la France, qui soutient pourtant l'insurrection syrienne, vont avoir dès lors un ennemi commun à cette occasion. Notre priorité, surtout dans cette époque-là, c'était la lutte contre l'État islamique et contre l'islamisme radical sunnite. Olivier Masse, chef de poste de la DGSE à Beyrouth. On avait un ennemi commun et donc il y a eu aussi, on se parlait avec le Hezbollah, ou en tout cas les diplomates aussi, il y avait des canaux. L'histoire française est assez ouverte, qui connaît bien le Liban et qui sait bien qu'il y a une moitié des Libanais qui sont plutôt en opposition ou qui regardent avec beaucoup de distance critique l'action de la France. Et donc, quand on veut parler à tous les Libanais, il faut parler à toutes les tendances politiques. Et donc, le Hezbollah, on a une vision, je pense, beaucoup plus pragmatique et ouverte et subtile, semble-t-il, par rapport aux États-Unis. Donc, le Hezbollah, oui, a utilisé à une certaine période de son histoire, et même récente, l'arme du terrorisme, mais c'est parfois un terrorisme ciblé. C'est aussi une organisation politique forte et avec une légitimité politique. Une légitimité pour représenter toute la tendance chiite libanaise. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu par la France et par son principal service de renseignement. À ce stade du récit, nous avons pu dresser un portrait trop rapide du Hezbollah, qui oublie l'importance de certains courants, de nombreuses personnalités, de moments clés, de batailles décisives ou de conflits internes, notamment avec la rupture en 1998 de Sobi al-Toufaili, qui fut secrétaire général du Hezbollah de 89 à 91. Mais notre documentaire, s'il se consacre à la stratégie et au conflit débutant en 2023, se devait d'évoquer le contexte et la réalité de ce qu'est le Hezbollah à la veille d'une guerre, celle qu'il nomme des premiers braves, que nous évoquerons dans les 10 prochains épisodes. Le prochain d'entre eux évoquera les règles d'engagement, mais aussi le rôle des forces armées libanaises et de la FINUL dans ce conflit.